Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Regard sur le numérique. Le numérique est l'un des grands chantiers de l'éducation nationale. Il a été déployé avec le plan numérique début 2015 pour former les enseignants et développer des ressources pédagogiques. Les écoles du numérique sont nées de cette volonté de s'initier aux nouvelles technologies et proposent une continuité des programmes scolaires grâce à des projets pédagogiques innovants. L'objectif est que chaque collégien puisse avoir les outils numériques à sa disposition pour acquérir des compétences nouvelles. Peut-on s'en réjouir ou doit-on s'en inquiéter? Le sujet fait débat. Nous ferons le point avec nos invités. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Osana Fakradjian, vous êtes la nouvelle coordinatrice de l'école du numérique ici à Meudon, où on peut se former à différents outils numériques. Sami Cherif, vous êtes enseignant et formateur à l'Académie de Versailles. Vous avez été expert en numérique auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et vous avez également coécrit un livre sur le numérique. On en parlera dans quelques instants. Osana Fakradjian, vous avez quel parcours et qu'est-ce qui vous a poussé vers le numérique? Racontez-nous. Eh bien, j'ai eu des expériences riches auprès du public, avec des publics très variés, que ce soit en âge ou en situation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de plus en plus du quotidien de chaque personne. Et lorsque j'ai vu l'initiative de la ville de Meudon de mettre en place cette école du numérique, j'ai voulu faire partie de l'aventure. Vous commencez à développer énormément de choses. On va le voir d'ailleurs puisque nous avons un petit sujet en virtuel. Donc justement, vous allez nous guider un petit peu, vous allez nous présenter cette école du numérique. Et, ce petit sujet a été réalisé par Archiclass, donc du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, pour promouvoir déjà toutes ces écoles et pour permettre de voir un petit peu comment on circule et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir dans cet environnement. Là, nous sommes dans la salle ClassLab, qui est la première salle la plus grande, dans laquelle on reçoit les établissements scolaires. Donc, on reçoit des classes sur des demi-journées, sur lesquelles on vient faire des ateliers de découverte. Là, on voit tout un espace de robotique. Oui, on a vu une grande table tout à l'heure aussi. Oui, tout à fait. On fait de la robotique avec les jeunes pour leur apprendre la programmation et toutes les notions abstraites qui en découlent. Puis on a tout un volet culturel dans cette salle qui s'appelle la Microfolie, qui est un dispositif dont on reparlera tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et donc une dernière salle tout au fond qui est la salle formation, dans laquelle on peut créer des îlots différents selon les besoins du groupe. Comme vous le voyez, tout le mobilier est modulable, tout est sur roulette et ça permet de pouvoir de pouvoir en fait finalement utiliser des outils numériques tels que le TNI qu'on voit au fond, enfin en tout cas les écrans, les ordinateurs bien sûr, et puis tout un système de caméras, de choses de fond vert, d'incrustations, etc. pour les jeunes aussi bien que pour les enseignants. Très bien. Cette école a été ouverte quand à Meudon exactement? Elle a ouvert en février 2023. Et elle s'adresse à qui? Pas uniquement qu'aux enfants donc visiblement? Non, elle s'adresse à tous les Meudonnais et Meudonnaises, elle s'adresse aux familles, aux enfants de la maternelle jusqu'au lycée dans le cadre scolaire, mais aussi au groupe périscolaire. Même les maternelles? Donc les tout petits peuvent s'initier à des choses dans le numérique déjà? On a énormément de matériel de numérique pédagogique sans écran qui sont tout à fait adaptés à leur âge et qui permettent de découvrir des notions intéressantes telles que la disposition sur un plan, se mettre à la place d'eux et toutes ces notions-là. Et en même temps, ils apprennent la programmation, les bases de la programmation, ce qui sera un premier pied dans ces notions-là lorsqu'ils arriveront dans des classes plus un petit peu plus grande. Oui. D'accord. Avec le B2I, avec tous ces outils numériques qu'on avait déjà au préalable, aujourd'hui ça commence effectivement, ça continue en tout cas à se développer. Oui. Les métiers du numérique, et on en parlera tout à l'heure, effectivement évoluent aussi. C'est ouvert aussi aux parents, je crois. Il n'y a pas que les enseignants et que les élèves. Il y a aussi une porte ouverte, enfin en tout cas des moments où on peut s'initier tout simplement aux outils numériques de cette école du numérique. Tout à fait. Le samedi après-midi notamment, nous avons des ateliers qui peuvent se faire autant pour les adultes que pour les enfants.
enfants. Et ce sont des ateliers sur divers sujets du numérique, que ce soit de la fabrication numérique, de la programmation, mais aussi tout ce que le numérique nous offre pour la culture. Alors justement, on va en voir là un deuxième petit sujet cette fois-ci, mais pendant les portes ouvertes, puisque vous avez accueilli un grand nombre de publics, aussi bien enfants qu'adolescents qu'adultes. Et donc on va voir ce petit sujet qui vous allez aussi nous montrer un petit peu les outils numériques que l'on utilise dans cette école. Qu'est-ce qu'on y voit cette fois-ci? Ici, on voit un atelier de programmation de vol de drone. Le drone, c'est un outil qui plaît énormément pour la programmation, notamment parce que c'est ludique, on peut réaliser des parcours, il y a une caméra qui permet de voir des images, et le tout sur une tablette avec une application sur laquelle, là on voit le jeune programmer justement son vol. Ça permet de... Ça a l'air simple parce que j'ai vu un tout petit là, quand même c'est facile d'accès. Hein? Oui. Ce sont des interfaces qui sont faites pour être ludiques, pour être amusantes et en même temps pour apprendre. Sur le même type d'outils dont je parlais pour les maternelles par exemple, là on a le Bluebot, donc, qui est un robot qui permet de programmer à la fois grâce aux boutons qui sont sur lui pour les plus jeunes et ensuite on le voit derrière sur une tablette qui permet d'appréhender le début de la programmation. Là, on voit un atelier, avec un petit enfant. Vous faisiez quoi là avec l'ordinateur? C'était un atelier de fabrication numérique sur une découpeuse laser qui permettait de montrer le dessin vectoriel et comment on passe de cette image sur l'ordinateur à une gravure. Même tout petit. Même tout petit. Même avec les tout petits, oui. Alors on voit qu'il y a effectivement de tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être complètement... Alors là on voit encore autre chose, racontez-nous un peu, là on le voit en image. On voit des expériences de réalité virtuelle qui sont projetées en même temps sur le mur. Pour le reste du public, ce sont des visites qu'on peut faire à distance de lieux culturels, notamment de musées, de monuments historiques, etc. Donc là, la microfolie en l'occurrence, puisqu'il y a effectivement, on peut y voir de nombreux artistes aussi. On avait réalisé une graphique live session à une époque. Et là, cette fois-ci? Et là, dans la salle formation, on voit notamment la disposition avec l'ENI au fond qui permet pour les enseignants d'avoir un grand nombre d'outils pour animer leur séance. Et les jeunes qui sont sur les ordinateurs qui peuvent explorer librement ces vidéos. Donc là, c'est des contenus pédagogiques qui sont à disposition sur l'ordinateur et qui permettent aux jeunes d'avoir une expérience à part pendant qu'on vient expliquer au reste de la classe un autre atelier. D'accord, très bien. Alors j'en profite pour préciser que grâce finalement à l'école du numérique, eh bien, la ville de Meudon a reçu le prix de l'innovation urbaine 2023, donc c'est tout récent, c'est en octobre. Ce prix de l'innovation est un prix par rapport au partenariat collaboratif avec de nombreuses structures mettant en lien, alors je vais en citer quelques-unes, donc l'éducation nationale, les acteurs du monde de l'éducation numérique, notamment Seine et Yvelines Numérique, Canopé, etc., mais également les professionnels de l'enfance, HP bien sûr, et la Villette. Donc voilà, donc c'est à préciser. Alors la ville de Meudon est déjà très très ouverte en termes de technologie aérospatiale, on voit avec le hangar Y, etc. L'aéronautique est très présente. Le numérique, aujourd'hui, il est énormément aussi. On a un lab, on a des espaces numériques, maintenant on a l'école du numérique. Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus, des choses supplémentaires à l'école du numérique qu'on n'aurait pas finalement dans les espaces numériques et au lab? L'école du numérique, c'est un lieu tout à fait innovant de par sa richesse de matériel et d'espace. C'est un espace qui est conçu, comme on l'a vu dans la capture d'images qu'a fait Archiclass des lieux. C'est un lieu qui permet d'accueillir à la fois des classes, d'accueillir les enseignants aussi pour les former, mais aussi le grand public. Et il y a un volet à la fois numérique, mais aussi culturel, qui crée une association vraiment innovante. De toute façon, on va revenir bien évidemment sur notamment la microfolie tout à l'heure. Alors, je vais faire juste un petit retour sur des dates par rapport à l'évolution, à la naissance du numérique, puisque le numérique, je le disais en introduction, est un des grands chantiers de l'éducation nationale, avec le déploiement de ce plan numérique en 2015, donc janvier 2015, concertation nationale sur le numérique pour l'éducation, mai 2015, lancement du plan, rentrée 2015, première année d'expérimentation qui a été menée sur plus de 600 collèges
et écoles. Rentrée 2016, ouverture du portail de présentation des ressources numériques pour l'enseignement et début du déploiement donc, du plan dans les écoles. Et 2018, généralisation des enseignements par le numérique. Alors, Samy Cherif, je me tourne vers vous maintenant. Vous avez été donc expert en numérique auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez également écrit un ouvrage. Pourquoi l'intérêt du numérique pour vous? L'intérêt du numérique, il est venu assez tôt dans mon métier. Alors au départ, je suis de formation d'historienne et géographe. Et on a l'habitude de beaucoup travailler sur des cartes, sur des documents animés comme des vidéos, sur des photographies. Et il y avait une envie de travailler sur l'image. Au départ, pour créer mes propres outils. Puis après, avec les élèves. Et là, forcément, nécessairement, on se tourne vers des outils numériques. Au départ, des outils de retouche d'image, et puis après le TNI. Et puis nous vient l'idée de partager ces expériences, ces travaux avec les élèves. Et aujourd'hui, on va dire que pour beaucoup d'enseignants qui utilisent le numérique, c'est une pratique qui est ancrée, de travailler dans des démarches de projet. Il y avait une volonté aussi de diversifier les formats de cours. De rendre des cours un petit peu plus, pas plus vivants, mais de travailler dans une démarche de projet. Et le numérique était l'outil idoine pour parvenir à cet objectif. Et d'où l'intérêt d'avoir également coécrit un ouvrage, donc celui qu'on verra, on va en reparler tout à l'heure bien évidemment, on le retrouvera dans nos médiathèques à Meudon aussi. Vous l'avez coécrit avec Geoffrey Jecker, donc cet ouvrage. Pourquoi alors finalement avoir décidé de mettre tout cela dans un ouvrage où l'on voit la boîte à outils du professeur? Alors avec Geoffrey, on a animé, co-animé ensemble des formations dans l'Académie de Versailles, des formations disciplinaires en histoire-géographie, mais aussi interdisciplinaires pour former aux outils du numérique. Geoffrey, lui, était un spécialiste de la web radio, moi plutôt orienté classe inversée, cartographie. Et on a voulu mettre en commun nos expériences qui pouvaient largement dépasser le cadre de l'histoire-géographie. On s'est rendu compte qu'on manipulait beaucoup d'outils qui étaient transposables, réutilisables dans d'autres disciplines. La web radio, un petit peu la web TV, la cartographie, des outils pour créer de l'interactivité sur des images, la manipulation d'images. Et on a voulu un peu partager tout ce que l'on avait mis en œuvre durant nos formations pendant plusieurs années. C'était l'objectif de ce livre. D'accord. Alors justement, là, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il faut bien le dire que l'école du numérique, ça fait un peu débat aussi. Donc pourquoi est-ce qu'il y a débat finalement? Il y a beaucoup de débats et notamment des débats emboîtés. Les premiers débats, c'est quelle place accorder au numérique et jusqu'où aller, jusqu'où aller dans son déploiement, au risque d'exposer les élèves à un peu trop aux écrans, et le confinement et la surexposition aux écrans durant tout ce temps-là ont accentué cette problématique. Le deuxième débat, il est lié à l'avenir de l'école. Quelle école, on est en plein dans la problématique que vous évoquiez, quelle école pour le futur? Et ça nous renvoie à un troisième débat qui est celui de l'aménagement des écoles, qui est plus technique ce débat. Quel aménagement pour penser une école numérique et quel aménagement notamment matériel? Puis il y a une quatrième problématique, celle-là est la plus vivace, on en parle beaucoup en ce moment, c'est la problématique de l'écriture, la problématique de la lecture. Trop de numérique, est-ce qu'il ne nous éloignerait pas des fondamentaux que sont écrire, lire et compter, d'utiliser la trace écrite? Et l'idée, aujourd'hui, avec le numérique, c'est de trouver la pédagogie qui permettrait de pouvoir concilier ces objectifs. Et le numérique doit venir en appui, en accessoire. Il ne doit pas être l'objet central. Il doit vraiment aider à atteindre ces objectifs fondamentaux qui est manipuler du papier, rendre accessible le livre. Voilà quels sont les débats qu'il y a aujourd'hui autour du numérique. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines situations, comme par exemple des enfants qui pourraient être en cas de problème de dyslexie, par exemple. Il faut pouvoir s'adapter, il faut que l'outil numérique s'adapte aussi à ce type de problématique. On n'a pas encore les outils appropriés. Il y a des ressources, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés par des enseignants. On peut regarder ça dans des sites académiques, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'enseignants qui partagent leur expérience. C'est vrai que ces expériences, elles sont un petit peu disséminées. Il faut mener un travail de recherche assez approfondi pour trouver
des pistes. On n'a pas encore la recette. On a par exemple pour les élèves dysgraphiques, on a des stylos scanners qui sont parfois utilisés. Alors ce n'est pas des gadgets pédagogiques, ça peut rendre ponctuellement des outils, des services intéressants. Ça permet de scanner assez rapidement une trace écrite et puis l'élève pourra la reprendre à la maison plus tard. On peut utiliser aussi en classe des podcasts, on fait nous-mêmes nos podcasts ou alors tout simplement avec une intelligence artificielle, on produit des podcasts, on fait en sorte que ce soit les élèves qui la produisent. Et puis, ça sera réutilisable par ces élèves qui ont ces troubles 10 et puis même au-delà par l'ensemble de la classe. On n'a pas encore je dirais la formule idoine, mais c'est le principe de l'innovation, c'est que avec le numérique, on a un levier pour constamment rechercher des solutions. Alors justement, donc vous êtes formateur d'enseignants, donc vous êtes là pour appréhender un petit peu, permettre aux enseignants d'appréhender ces outils numériques. Comment est-ce que vous les formez? Comment est-ce que vous leur proposez ces ressources numériques pour qu'ils aient accès et pour pouvoir dispenser plus largement donc, ces informations aux élèves? On part vraiment des besoins dans la classe. Alors, on différencie, comme on le fait en classe avec les élèves, on différencie. On part des besoins des enseignants et des diagnostics qu'ils font, eux, dans la classe. Il y a des enseignants qui manipulent déjà un petit peu le numérique et qui souhaitent approfondir, s'engager dans des démarches de type classe inversée, de fabrication de podcasts, pour faire de la web TV, pour faire des cartographies interactives. Et puis, il y a d'autres enseignants pour lesquels la problématique, c'est vraiment se familiariser à ces outils numériques. Et là, on va faire du pas à pas. On va, durant les 2 jours de formation, généralement les formations numériques durent 2 jours, on va les aider à prendre en main des outils de base et voir quel type de scénario pédagogique on peut bâtir avec eux. Comment on peut mettre en place un support de cours, comment on peut faire travailler les élèves, et également comment on va faire en sorte que même si on n'est pas un expert du numérique, on peut s'appuyer sur les compétences des élèves pour produire des ressources. Et je dirais que c'est surtout, avant tout, des compétences de démarche de projet qu'on va essayer de construire avec eux dans ces formations-là. On va essayer surtout de développer, de les aider à construire des postures d'enseignants qui va, parfois, parce qu'ils ne maîtrisent pas toutes les compétences numériques, va essayer de mettre les élèves en projet. Donc c'est beaucoup collaboratif, ça invite aussi l'enfant à être très collaboratif avec ses autres copains de classe et c'est vrai que c'est intéressant pour ça en l'occurrence. Absolument, et c'est pour cette raison que le confinement il a bien montré que le numérique pouvait être utile pour organiser des apprentissages mais jusqu'à une certaine limite. Parce que le numérique il est, je dirais, efficient notamment dans comme vous l'avez dit, dans sa dimension collaborative quand on travaille à plusieurs. Il doit entraîner des interactions. Et la dimension physique, la dimension spatiale, la dimension sociale aussi. On n'apprend pas seul, on apprend à plusieurs. Et dans un même espace, eh bien, ça joue énormément. Ça crée de l'émulation, ça permet d'interagir, ça permet de débattre. Ça fait partie de cette école un petit peu à la française où on débat, où on argumente, on contre-argumente avant de mettre le projet en musique. Alors, c'est vrai que les enfants sont toujours avides de ces connaissances et aujourd'hui, ils sont tous nés avec le numérique. Maintenant, les professeurs, les enseignants, pour eux, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais est-ce qu'on ne s'approche pas vers un enseignement 3.0 aujourd'hui? Oui, alors, on en parle dans le livre avec Geoffrey. En 2017, quand on a écrit ce livre, on pensait que l'enseignement 3.0, l'enseignement un petit peu du futur, tel qu'il se dessinait à ce moment-là, c'était un enseignement qui serait articulé autour de réalité virtuelle, autour de la réalité augmentée. Les casques virtuels commençaient à faire leur apparition. Moi-même, dans mes cours en géographie, on utilise des fois des casques virtuels pour étudier des espaces urbains, pour évoluer dedans, pour les décrire. Aujourd'hui, je dirais que l'enseignement 3.0, il commence à s'orienter davantage, ou il va s'orienter possiblement vers l'intelligence artificielle. Il y a un sujet énorme, un autre sujet de débat, dont on doit s'emparer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, cet enseignement 3.0, ça va interférer dans la classe. Et nous, pour qu'on ne soit pas devancé, il faut, comme avec le numérique, on va trouver des adaptations. Il y a 20 ans, Internet a fait son irruption et on était un petit peu
pas inquiets, mais on se disait, mais le magistère du professeur est mis en péril. Eh bien, il a fallu s'adapter, il a fallu trouver les stratégies. Il faudra s'adapter et les enseignants, ils sont créatifs. Et ces démarches, surtout, ces réactions, ces solutions, elles viennent du bas, elles viennent du terrain, elles viennent des enseignants. D'accord. Oui, parce qu'il faut trouver une méthodologie aujourd'hui. Ce n'est pas le tout d'avoir les outils numériques qui sont à disposition. Il faut aussi avoir cette méthodologie pour savoir comment est-ce qu'on va l'intégrer dans les cours. Enfin, ça nécessite quand même une restructuration assez importante. On le voit à l'école du numérique, les enseignants ont reçu récemment des tablettes. Plus de 150 tablettes ont été largement diffusées donc, dans les écoles. Et c'est vrai que beaucoup étaient en demande de savoir, bon, alors maintenant, il faut travailler là-dessus. Est-ce qu'on va être formé? Il y a une méthode. Il n'y a pas de méthodologie en fin de compte. Il n'y a pas de méthodologie, mais je dirais qu'il y a des principes directeurs. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je dirais que la méthodologie doit être construite autour de faire écrire les élèves, faire réfléchir les élèves, travailler sur la production finale qui doit être un texte plus ou moins long, un texte développé, une approche de la dissertation. Et le numérique doit conduire justement à tout ça. Ici, on a également le travail sur l'oral, sur le débat, sur l'échange contradictoire. C'est le principe d'une école qui veut construire des esprits éclairés. Et le numérique doit justement nous conduire vers ce travail de critique. Alors, je prends l'exemple de l'histoire-géographie, qui est ma discipline, où il y a un gros travail sur la critique documentaire, un travail de vérification de l'information. Et cette pédagogie du numérique, si on peut l'appeler comme ça, elle doit être articulée autour de ces objectifs. Et l'actualité nous le rappelle encore plus depuis plusieurs années, avec la profusion de fausses informations, de fake news, d'infox. Notre travail d'enseignant aujourd'hui, quelles que soient les disciplines, au-delà de l'histoire-géographie, il doit reposer sur, de plus en plus, et un peu comme les journalistes, sur la vérification de l'information, sur la construction d'une démarche critique. Et ça, c'est fondamental. Et le numérique, s'il est adossé à ces principes, travaille sur l'écriture, la lecture, la démarche critique, le débat, alors là, on s'oriente vers une voie vertueuse. Très bien. Alors, je vais aller plus loin que ça. L'école du numérique, aujourd'hui, les enfants se forment. Demain, c'est les métiers de demain. Quel type de métiers est-ce qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui qui sont globalement, qui ont le vent en poupe, on va dire? Oui, alors avec les élèves, moi j'enseigne en partie dans un collège. On a un module d'orientation. On travaille de plus en plus sur l'orientation avec les élèves et sur la recherche des métiers. Et c'est intéressant d'invoquer le numérique pour construire une démarche prospective, pour essayer d'anticiper. Et avec les élèves, le message que l'on essaie de faire passer, c'est que voilà, il y a de nombreux métiers qui, dans 10 ans, les métiers de 2030 ou 2040, pour beaucoup d'entre eux, alors les chiffres varient, ils n'existent pas. Et donc il est difficile d'affirmer des choses avec certitude. En revanche, il y a des choses, des tendances qui sont à l'œuvre aujourd'hui. On voit l'importance des métiers liés autour de la gestion, l'extraction des données. Je pense à des métiers comme data analyst, data scientist, qui commencent à émerger aujourd'hui et qui vont prendre une dimension encore plus importante. La gestion, le contrôle, la production de données, tout ça, le traitement des données, savoir gérer tout ça, ça va être important. Il y a de nombreux métiers qui existent aujourd'hui, qui vont être complètement reconfigurés. Je pense à l'intelligence artificielle, les métiers d'avocat, les métiers de médecin, le métier de radiologue, par exemple. Oui, parce qu'on pense tout de suite informatique, c'est numérique. Non, j'y connais rien, je ne fais pas d'informatique. C'est autre chose. Mais je peux vous on peut parler être web déjà, designer, on peut être autre chose. Il y a de nombreux métiers. Alors, il y a des métiers déjà existants. Je prends l'exemple du métier d'enseignant qui, rien qu'aujourd'hui, avec le numérique, n'est plus le même qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Si on m'avait dit que j'enseignerais avec des tablettes, avec des TNI, avec des caméras virtuelles, j'en aurais pas cru mes yeux. Et il y a de nombreux métiers, comme les métiers d'avocat, les métiers de médecin. On va faire de plus en plus appel à de l'intelligence artificielle. Pour lire une radio, par exemple, une intelligence artificielle peut diagnostiquer de manière plus fine certains traumatismes, par exemple. Et la décision reviendra quand même à l'humain. Donc il faut qu'on déconstruise tous les fantasmes aussi qu'il peut y avoir autour de ce numérique qui peut détruire des emplois. Il peut en détruire, il peut détruire un métier, mais il peut aussi les redéfinir. Il peut en créer d'autres. Alors, dans les nouveaux métiers, il pourrait très bien y avoir des métiers autour de, non pas du contrôle de l'intelligence artificielle, mais je pense aux gens qui sont dans le domaine du droit, les juristes par exemple,
ils peuvent très bien jouer un rôle éthique pour savoir bien si les préconisations faites par une intelligence artificielle sont humainement recevables ou non, est-ce qu'elles sont socialement recevables, est-ce qu'elles sont techniquement faisables. Et vous voyez, il peut y avoir des métiers comme ça de régulation. Oui. Je pense qu'à l'avenir, c'est des métiers dans la régulation aussi des intelligences qui peuvent émerger. Même au sein de l'éducation nationale d'ailleurs, enfin au sein de l'enseignement, puisque c'est vrai que des formations de e-learning maintenant, elles fleurissent de plus en plus. On pourrait penser que c'est la fin du professeur. En fin de compte, non, il y a aussi des métiers de réalisation multimédia, de choses à part, et ça vient en plus et en soutien finalement de l'enseignement lui-même. Les métiers se réinventent. Il y a des métiers de formateurs qui sont des formateurs académiques, par exemple, qui émergent. Et puis, dans les universités, par exemple, il y a un nouveau métier qui est apparu depuis quelques années, c'est celui d'ingénieur pédagogique. L'ingénieur pédagogique, c'est celui qui manipule, qui a une bonne connaissance de tous les outils numériques et qui voit comment on peut scénariser des cours de e-learning notamment, avec des caméras, avec des plateformes de e-learning. Il aide les enseignants à concevoir le déroulement du scénario pédagogique. Ça, c'est un exemple justement de nouveaux métiers liés à la consolidation du numérique dans les enseignements. Alors, on a le nouveau métier de coordinatrice avec Osana Fakhradjian. Alors, c'est vrai que Osana, pour aujourd'hui, si on devait être coordinateur d'une école, si on devait rassembler un peu tous ces outils dans un même site, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme compétences, comme connaissances ? C'est beaucoup de connaissances différentes et variées, notamment sur la programmation, mais aussi tout ce qui est audiovisuel, puisque comme vous le disiez, dans les écoles, on travaille beaucoup avec les podcasts et puis la création de supports visuels. Donc ce sont des métiers aussi ce sont des connaissances qu'il faut avoir acquéries. Mais travailler dans le numérique, c'est aussi être toujours dans la formation, toujours rechercher les nouveautés qui arrivent et se les approprier, les apprendre et pouvoir transmettre. Exactement. Lorsque vous avez, vous, à l'école du numérique développé, enfin rajouté cet espace microfolie, puisque ça aussi, ça vient aussi se rajouter, c'est du numérique bien sûr, hein. Donc qu'est-ce qu'on peut y trouver ? C'est un musée numérique donc, qui a été conçu par la Villette et en partenariat avec le ministère de la Culture. On va retrouver des œuvres, que ce soit des beaux-arts comme de la musique, des spectacles de danse, de l'opéra, mais aussi énormément d'informations sur les métiers dont on parlait et aussi sur la science. Donc le numérique ici va être porteur de nouvelles façons de découvrir ces œuvres-là pour donner envie de fréquenter les musées, de fréquenter les salles de spectacle. Et dans ce lieu de la microfolie, c'est aussi un lieu où on accueille les classes. Donc il y a un volet culturel, mais il y a aussi de la formation avec les enseignants qui peuvent prendre l'outil en main et pouvoir, eux, mener leur classe avec ce nouvel outil. Alors là, pour l'instant, donc l'école du numérique accueille les jeunes, les classes de Meudon. De Meudon, la forêt également, mais donc des parents, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez dans la microfolie accueillir jusqu'à combien de personnes pour justement montrer tous ces projets pédagogiques ? Dans la microfolie, en général, on est sur l'échelle d'une classe, donc 20 à 30 personnes. Mais ça nous permet aussi d'avoir cet espace-là, en plus du Class Lab, comme on l'a vu. Donc ça permet de faire des groupes et de travailler en petits groupes sous format de projet, justement. Donc à la fois avoir un aspect culturel, mais retravailler cet aspect-là avec le numérique et combiner les deux pour avoir un socle de connaissances qui est complet. Ouais, donc des projets transverses dont on parlait tout à l'heure, et c'est ça qui est intéressant parce que ça rajoute une richesse aussi dans l'enseignement. Samy Cherif, vous disiez tout à l'heure, donc là vous en parlez dans votre ouvrage, vous parliez des outils numériques. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Alors il y a les tableaux numériques, les TNI, il y a les tablettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui comme outils numériques en tant que tel ? Alors après, on a des outils qui sont de plus en plus en vogue, comme la Web TV, qui nécessitent c'est des équipements qui sont plus lourds. Généralement, on les acquiert avec l'aide d'une collectivité. On trouve également, on a vu un reportage tout à l'heure sur les drones qui peuvent être utilisés en sciences. On trouve aussi des caméras, les caméras 360. Pour faire du vidéo-reportage, pour faire de l'observation par exemple en sciences,
Dans mon établissement, à un moment, on avait filmé des abeilles, et donc on voulait en SVT observer un peu les comportements des insectes. Donc il y a beaucoup de caméras autour de la vidéo, autour du son, autour de la production d'images. Donc, puis bien sûr, il y a les tablettes, les incontournables tablettes et ou ordinateurs qui sont maintenant dans des mallettes, mallettes avec un chargeur unique et très mobile. On appelle ça des classes mobiles qu'on peut facilement déplacer d'une salle à l'autre. Oui. Voilà les principaux équipements qu'on peut trouver aujourd'hui dans les classes. Effectivement, c'est vrai qu'à Meudon, il y a pas mal d'écoles maintenant qui sont équipées en classe mobile. Au Sana, on voit que même à l'école du numérique d'ailleurs, il y en a aussi. Donc si on a besoin, on sait que le professeur a, dites-moi si je me trompe, et donc une classe mobile avec une classe maîtresse. Il va pouvoir gérer par demi-groupe ou par groupe entier, donc toute une classe avec justement des éléments du cours habituel qu'on va retrouver sur les tablettes. C'est bien ça? Tout à fait. Et la classe mobile va aussi avoir cette utilité non seulement d'apporter des nouveaux outils pour la classe entière, comme vous l'avez dit, de séparer la classe en deux pour pouvoir mener un projet avec un demi-groupe pendant que l'autre groupe travaille en parallèle avec la classe mobile et échanger les groupes sur une autre séance, mais aussi aider les élèves qui sont en situation soit de difficultés scolaires, soit en situation de handicap diverses, et de pouvoir avoir des supports qui vont les aider, qui vont être vraiment adaptés à leurs besoins spécifiques. Alors chez vous, les professeurs, les enseignants peuvent venir à quel moment à l'école du numérique pour justement se former, avoir des réponses aux questions qui se posent, parce qu'aujourd'hui c'est encore tout nouveau tout ça, donc à quel moment est-ce qu'ils peuvent arriver à l'école du numérique? Le mercredi matin, c'est un créneau qui est réservé en libre service à toutes les enseignantes et aux enseignants. On en reçoit de plus en plus, notamment depuis le déploiement, la dotation de tablettes qui a eu lieu cet été. Donc, pour la nouvelle rentrée. Exactement. C'est une tablette, mais qui arrive aussi avec un socle applicatif très riche et très varié, qui peut s'adapter aux différents niveaux scolaires, mais aussi aux différentes matières. Et c'est là que l'école du numérique joue un rôle important, c'est-à-dire qu'on va non seulement la ville a doté les enseignantes, les enseignants et aussi leurs classes de matériel, mais là, ça fournit aussi un espace dans lequel ils peuvent trouver des réponses à leurs questions et aussi avoir un espace pour expérimenter, tester, découvrir de nouvelles choses, se rencontrer entre enseignants de différents établissements scolaires et élaborer des projets avec donc 2 animateurs numériques qui sont là pour répondre à leurs questions techniques. Très bien. Donc vous, coordinatrice, bien sûr, ainsi que Faustin, donc, qui vous a rejoint récemment. Pour les enseignants et les professeurs qui souhaiteraient avoir des ressources, parce qu'on pourrait très bien, voilà, on a le matériel, où on trouve les ressources précisément? Comment on fait? On peut les trouver à une échelle nationale sur le portail EduScol. Le portail EduScol, il permet pour chaque discipline tout type de ressources. Ça peut être des exemples de séquences de cours, ça peut être des exemples d'utilisation du numérique, ça peut être sur des sujets un petit peu plus poussés par niveau. Le ministère, à l'époque, en 2013, a mis au point une plateforme qui est extrêmement intéressante, qui à l'époque s'appelait EduTech, et qui a changé de nom aujourd'hui. Le nom m'échappe, il me reviendra sans doute. Et EduTech était un portail qui offrait plein de ressources. Les ressources de tous les musées nationaux, les ressources de l'INA, les ressources à caractère scientifique, par exemple de l'IGN, des ressources également d'Arte TV. On trouvait énormément de choses, et tout ça à disposition des enseignants et des élèves. Et puis on trouve aussi des ressources sur les sites académiques. Alors tout ça c'est pour la dimension institutionnelle. Les sites de chaque académie, par discipline, proposent des scénarios pédagogiques. Ils proposent également aussi une veille pédagogique et scientifique. Et puis bien sûr, il y a les incontournables réseaux sociaux. De plus en plus de collègues partagent leurs outils, leur expérience sur les réseaux sociaux, et ça peut être une source d'inspiration. Quand on veut faire du numérique, on n'est pas seul, on est loin d'être seul. Pour conclure, alors, école du numérique, école du futur, ça va. Le numérique va faire
fait partie aujourd'hui déjà du quotidien de tout le monde et on le voit, il y a une grande transition numérique sur tous les domaines. Donc forcément, l'éducation nationale va suivre ces avancées-là. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des nouveautés qui apparaissent et on s'y adapte. L'école, c'est le lieu pour former les élèves, pour être les adultes de demain. Donc forcément, on suit cette tendance. Donc oui. Très bien. Une école du numérique dans le futur, immanquablement, à la condition de conserver comme principe directeur la construction de l'esprit critique, l'accès à la culture, et puis aussi savoir instaurer des temps réflexifs où on va se questionner soi-même sur sa pratique, on va vérifier les informations. Je pense que c'est aussi ça, l'école numérique du futur, c'est accéder à la vérité en prenant beaucoup de précautions. Très bien. En tout cas, le message est bien passé. Merci à vous deux pour votre expertise. Je rappelle donc votre ouvrage, Samy Cherif, donc Enseigner autrement le numérique, donc qu'on peut retrouver dans nos 2 médiathèques de la ville de Meudon. Quant à l'école du numérique, eh bien, on peut retrouver bien évidemment toutes les informations sur meudon.fr. Et puis, on peut évidemment appeler l'école du numérique si on a des questions particulières. Eh bien, merci à vous deux. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une émission tout à fait d'actualité puisqu'on parlera d'intelligence artificielle. Merci beaucoup et prenez soin de vous.